Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon le temps qui vous sourit, et merci de votre fidélité renouvelée à Dimanche Politique, une émission co-organisée par Eden Télévision et Diaspora FM. Au menu, on va s'intéresser à l'actualité qui constitue le chou gras de la presse nationale de ces derniers jours. C'est bien le congrès constitutif du parti, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, un regroupement de partis politiques, dont notamment le parti l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, d'autres mouvements politiques et associations de partis politiques. Et l'information constitue, en tout cas, l'élément principal décrypté dans les colonnes des canards. Pourquoi le parti de l'UDBN, au lieu de se fondre dans l'un des blocs voulus par le chef de l'État, a décidé de se retrouver autour d'une même table avec d'autres mouvements et associations de partis politiques pour créer l'Union démocratique pour un Bénin nouveau? L'invité de Dimanche Politique apportera des éléments de réponse, là où les partis comme le PRD de Maître Adrien Ogbedi, président actuel de l'Assemblée nationale du Bénin, là où l'Alliance ABT du ministre d'État Bio Tchané, là où la ND, la Renaissance du Bénin, l'Alternative citoyenne ou encore la nouvelle conscience du ministre Pascal Ironé Kopa qui ont accepté de se saborder pour créer les deux nouveaux blocs. L'UDBN a décidé de faire la différence. Pourquoi? Vous aurez les éléments de réponse dans un instant. Autorisé pour lever un compte de voile sur la personnalité politique que nous recevons dans ce numéro de Dimanche Politique. James William Ogbagidi, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Benotin. Bonjour à tous les amis téléspectateurs, bien sûr, à tous les auditeurs qui nous accordent leur attention depuis la 102.3 Diaspora FM. Celui que nous recevons aujourd'hui est un confrère de la presse qui, comme d'autres, a franchi le pas décisif vers la politique depuis quelque temps maintenant. Dans cette aventure, il a choisi les couleurs nouvelles et étincelantes, selon certains de ses proches, celles de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le parti dirigé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, un parti qui vient d'opérer une mutation afin de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin. Notre invité est né en 1974, quelque part à Parakou. Il est donc jeune et son parcours politique ou son identité politique se résume rapidement comme suit. Aujourd'hui, il est président de l'Alliance des Forces Nouvelles AFN, alliance politique qui était en passe de se muer en parti politique, mais qui désormais fait partie de cette grande union démocratique pour un Bénin nouveau, présidée par l'honorable Claudine Prudencio. Notre invité est également connu pour ses actions caritatives un peu partout à travers le pays. Son nom, c'est Alain Afedjou. Alain Afedjou, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Tranquilin. Alain Afedjou, merci de n'avoir pas marchandé votre disponibilité pour nous accompagner tout au long des 90 minutes que durera donc, bien, cette émission. L'actualité le week-end écoulé sur le plan politique a été complètement phagocytée par le congrès de l'UDBN. Pourquoi le parti de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio a-t-il cru bon devoir aller organiser un congrès et pourquoi c'est maintenant? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Merci de m'avoir donné l'occasion de visiter vos studios et puis donc de répondre à ces questions d'actualité là. Et pourquoi le parti de l'honorable Claudine Prudencio a choisi d'aller en congrès. Vous savez que donc depuis l'avènement du président Patrick Talon au pouvoir, on a d'abord commencé par... on a placé son mandat sous le signe donc, des réformes. Et l'une des réformes phares de son quinquennat reste et demeure donc la réforme du système partisan. Et cette réforme a été portée par des députés, et par les députés à l'Assemblée nationale, et par la suite, une nouvelle charte des partis politiques en est sortie. À partir de ce moment-là, il fallait que donc, les partis politiques existants déjà puissent se conformer alors donc, à cette nouvelle charte des partis politiques. Et vous avez vu que donc, par rapport à cela, beaucoup d'autres formations politiques ont préféré donc, constituer donc, des blocs politiques. Mais il a aussi indiqué dans la charte que tout parti politique qui ne voudra pas se fusionner donc dans un bloc
puisse vraiment donc se conformer à cette charte, puisse avoir une représentativité nationale. Donc, il y avait deux options. La première option, c'est de se constituer, donc de se fondre, les partis peuvent se fondre dans des blocs politiques. Et puis la deuxième option, c'est que le parti politique peut maintenant se conformer à la nouvelle charte politique pour se donner une représentativité nationale. Donc c'est ce que le parti de l'honorable, l'option que le parti de l'honorable Claudine Prudentiaux a choisi, par rapport surtout que cette décision vient de la base. C'est sa base qui est là. Et c'est après concertation de la base que l'honorable a décidé que l'UDBN a décidé de se constituer en une nouvelle formation politique. Oui, vous voulez nous l'expliquer mieux quand on vous aura demandé. C'est vrai, vous dites que le parti souhaitait se conformer à la nouvelle charte des partis politiques désormais en vigueur au Bénin. Oui. Cela est une chose, mais le congrès de ce 21 octobre 2018 est allé bien plus loin. Oui. Il a abouti, disons, à une disparition de l'UDBN originel pour donner naissance à un nouveau parti que l'on peut également qualifier de bloc aujourd'hui. Oui. Et ce parti, pourquoi l'UDBN n'a pas accepté de fusionner avec les blocs envisagés par le président ou souhaités par le président de la République, dont il se réclame de la majorité, et lui-même s'en va fonder un nouveau bloc puisque des partis y ont adhéré. Ok, merci beaucoup. Ce qui caractérise l'UDBN, c'est d'abord l'écoute des militants à la base. On ne peut rien faire sans l'adhésion des militants. Et donc, après consultation de la base, moi-même j'ai assisté à des réunions où on a demandé l'option à prendre par rapport à cette nouvelle charte des partis politiques. Et donc la décision de la base a été de faire cavalier seul. Et à partir de ce moment-là, la présidente ne pouvait pas faire autre chose que d'aller dans l'option de se conformer à l'option de la base, puisque, in fine, c'est la base qui doit pouvoir, accorder ce suffrage, c'est la base qui doit pouvoir mouiller le maillot pour que le parti puisse véritablement obtenir des députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est une décision qui ne vient pas de l'honorable, mais c'est une décision qui vient de la base. C'est une décision qui consiste à aller sous le titre de l'UDBN, sous le signe de l'UDBN. Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, je citais quelques partis politiques qui ont décidé de suivre la décision de l'État d'aller dans les blocs politiques. Certains analystes estiment que si le parti de l'honorable Claudine Prudentiaux a décidé de faire cavalier, en tout cas d'aller aux élections seul avec d'autres partis politiques et mouvements, associations de partis politiques, c'est bien parce qu'elle créerait une position inconfortable lors des positionnements. Votre avis sur le sujet? Non, pour moi, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas totalement d'avis parce que vous ne pouvez... Un parti politique n'est pour animer la vie politique. Et la décision de la seule présidente du parti pourrait s'assimiler à ce qu'on pourrait appeler de la plutocratie. La plutocratie, c'est quoi? C'est une... conception des partis politiques qui fait du dirigeant, du président du parti, un dieu. C'est-à-dire que il n'y a pas de décision qui vienne de la base. Vous voyez? Donc, pour lutter contre la plutocratie, il faut absolument démocratiser le parti, de telle sorte que vous ayez l'adhésion de la base par rapport à toutes les décisions que vous prenez. Et je pense que si Mme Claudine Prudentiaux a choisi cette option, il faut saluer cette bravo-là, parce qu'elle aurait pu dire, c'est plus simple pour moi d'aller dans les blocs et de m'y conformer et de ne pas avoir d'autre chose. Mais si entend la décision de la base des militants de son parti, si leur décision n'est pas de se conformer, de rentrer dans un bloc et qu'elle leur imposait cela, on risquait bien de ne pas obtenir les résultats escomptés. Les résultats escomptés, c'est quoi? C'est d'obtenir des députés qui puissent véritablement accompagner le président de la République dans l'exécution de son programme d'action du gouvernement. Donc je pense qu'aucune décision ne peut se prendre sans se conformer. Et c'est ce qui fait la particularité de ce parti politique. C'est un parti politique où il y a d'abord la démocratie, donc c'est suffisamment démocratique, consultation de la base avant toute prise de décision, et donc
en temps normal, on devrait saluer vraiment donc la bravoure donc et la démarche de l'honorable Claudine Prudentiel, qui aujourd'hui donc veut véritablement donc faire de partie qui est dans une démarche participative, je dirais. Oui. Et pendant que vous pensez qu'il faut applaudir l'honorable Claudine Prudentiel, est-ce que vous ne devriez pas percevoir ou voir qu'il y a des risques de représailles si effectivement le chef d'État a demandé à ces partisans de se mettre en 2 blocs, de se constituer en 2 blocs? Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on parlait de 3 blocs. Le PRD devait être à la tête d'un bloc, l'Alliance ABT à la tête d'un bloc, et puis une autre force politique, l'Union fait la Nation, à la tête du 3e bloc. Finalement, on en est revenu à 2 blocs, et même le PRD de Maître Adrien Mbouidi, président de l'Assemblée nationale, a accepté d'entrer dans l'un de ces blocs-là. Et l'honorable Claudine Prudentiel qui décide de partir avec d'autres forces politiques pour faire cette différence, est-ce qu'il n'y a pas de risque de représailles de la part de celui qui est le chef de la majorité présidentielle, c'est-à-dire le président Patrice Talon? Risque de représailles, je ne sais pas, parce que la finalité, c'est de trouver des députés. L'honorable Claudine Prudentiel, lors de son congrès, a affirmé haut et fort qu'elle soutient les actions du chef de l'État, qu'elle accompagne le chef de l'État. Et en amont, elle avait déjà voté toutes les lois qui ont pu aider donc le président donc, à asseoir donc ces réformes. Je ne vois pas pourquoi... D'ailleurs, la session budgétaire a commencé donc probablement. Donc elle va encore donc, témoigner donc, tout son attachement au chef de l'État. Donc je ne vois pas pourquoi, comment dirais-je, faire cavaler seul sur décision des militants, sur décision de la base, pouvait donc constituer, pouvait provoquer donc des représailles. Donc je ne suis pas sûr que donc, le président soit donc dans cette vision, enfin cette option-là. Les négociations avaient été quand même entamées avec les 2 blocs envisagés dans la majorité présidentielle avant même l'organisation du congrès constitutif de l'UDBN. Et visiblement, toutes ces négociations ont échoué. Ces 2 blocs, une fois formés, vont forcément s'en prendre à l'UDBN, qui va chercher en tout cas des électeurs au niveau sur le même terrain que les 2 autres blocs. Cette perspective ne vous inquiète pas? Cela ne m'inquiète guère. Et pourquoi? Parce que vous allez, in fine, donc le chef de l'État lui-même verra que donc l'option de l'honorable Claudine est la meilleure. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez donc, les 2 blocs constituent des clubs extrêmement hétéroclites. D'abord, l'entente au sein des blocs constitue tout un problème. Donc, il faut déjà s'attendre à ce que le positionnement sur les listes puisse provoquer donc l'implosion de ces blocs. En plus de ça, sur le terrain, quand l'un des blocs, les 2 blocs vont se retrouver donc comme des antagonistes politiques, qui choisit en ce moment-là? Donc il y a beaucoup de contraintes politiques qui sont là et qui vont faire, qui peut-être demain peuvent donner raison donc au choix que le parti donc UDBN a eu à faire. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est quoi? C'est que vous allez voir, dès que les militants vont envahir donc le terrain, le langage politique même qu'il faut adopter sur le terrain, tout en étant tous de la mouvance présidentielle, donc posera un véritable donc, problème. Vous allez voir, depuis que donc ce parti, moi j'ai participé à ce congrès-là, depuis ce temps, donc le nombre de coups de fil que je reçois, je ne peux pas vous dire. Ou ceux qui apprécient donc la démarche, ceux qui disent et ça c'est une meilleure option parce que au moins ça permet donc au parti donc de s'affirmer, de se. Un parti politique est né d'abord pour s'enraciner donc et s'organiser sur le terrain. C'est ça l'essentiel. On a déjà vu donc l'exemple de la construction de blocs dans ce pays. Je ne dirais pas blocs, de grands ensembles. Je vais donner l'exemple de l'Union fait la Nation, première génération, puisque donc après il y a eu donc implosion et tout le monde est parti. Les gens n'ont pas pu accorder leur violence sur l'essentiel parce que c'est quand même donc la gestion des intérêts. Est-ce que vous voyez? Donc, et au-delà même de tout ça, on ne peut pas diriger un parti politique en écartant, je reviens là-dessus, l'esprit donc sinon, comment dirais-je, les décisions donc de sa base. C'est impossible. Donc cette décision prise ne vient pas de Claudine Prudentiel seule. D'ailleurs, elle-même l'a rappelé dans son discours pour dire « Qui suis-je ?» pour ne pas
et pour le citer donc pour la citer en parabole, pour ne pas me conformer à ce que vous dites, à ce que donc mes militants auraient voulu, je cite comme ça en parlant. Donc la démarche qui consiste à écouter donc les délitrateurs donc des militants, c'est une démarche fondamentale, une démarche capitale en politique. Et il faut saluer la bravoure de cette dame qui a voulu vraiment donc faire de la chose politique, qui a enraciner donc la démocratie dans son parti. Cela n'a rien à voir avec donc les antagonismes. Oui, et vous pensez que parce qu'elle s'est conformée à la volonté des militants, elle pourra être mieux perçue par les membres, ou du moins les électeurs de la majorité présidentielle? Non, nous sommes en politique. Et en politique, il faut donc des stratégies pour atteindre les objectifs. Nos objectifs ici, les objectifs de l'UDBN ici, c'est de pouvoir trouver des députés et de pouvoir faire élire donc des députés à l'Assemblée, des députés UDBN à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent servir donc la cause donc du président de la République, puisque donc l'honorable l'a affirmé haut et fort, je répète, qu'elle est toujours donc dans la vision donc du chef de l'État. Donc je pense que donc par rapport à ça, il ne doit pas avoir d'inquiétude. Le point c'est que les antagonismes donc en politique, il doit toujours en avoir. On ne peut pas être en politique et dire qu'il n'y aura pas d'antagonisme. En politique, comme le dit Machiavel, c'est la fin qui justifie les moyens. La fin ici, c'est de pouvoir donc se faire élire, c'est de pouvoir donc faire élire donc beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, des députés dont UDBN. Donc après, donc on avisera. Je ne pense pas que ce soit véritablement un peu. C'est vrai que bon, il y aura donc d'ailleurs ça a commencé avec la cabale médiatique, donc la délation, la calomnie, ainsi de suite. Ce sont des choses qu'il faut aussi donc intégrer en politique et puis donc craindre des représailles en politique. Alors il ne faut pas s'engager. Parce qu'en politique, ne s'engage pas qui veut. Et donc, il faut saluer donc la bravoure de Madame la Présidente. Il faut saluer surtout donc cette volonté donc de conduire et donc un nouveau bloc composé maintenant donc d'éminentes personnalités, d'éminents groupes politiques, enfin de grands groupes politiques comme l'Alliance des Forces Nouvelles et beaucoup d'autres qui frappent à la porte, qui viendront vraiment donc s'agripper. Il faudra juste donc trouver donc la méthode, élaborer les stratégies qui puissent permettre véritablement donc d'atteindre les résultats qui ne sont rien d'autre que pouvoir donc obtenir donc beaucoup d'élus à la fin donc des élections. Le bloc, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau en passe de devenir parti politique parce que les formalités sont en cours, clame haut et fort qu'il soutient les actions du chef de l'État. C'est bien cela. Vous avez lu la presse ce vendredi. La presse, certaines presses indiquent que le chef de l'État n'a que deux blocs officiels, deux blocs pro-gouvernementaux notamment, Alternative progressiste et le parti républicain. Et dans le même temps, le bloc en passe de devenir un parti politique. C'est vrai que les autres également sont en train de faire leurs formalités, clament toujours qu'il soutient le chef de l'État. Comment vous allez gérer ce paradoxe? Bon, moi je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir si le chef de l'État a clamé haut et fort qu'il a. Il faut que le président lui-même, à une occasion ou à une autre, puisse donc faire ressortir clairement que donc il n'a que deux blocs. Donc si demain l'UDBN a les députés et arrive à faire élire des députés et que ces députés donc, on les mette à la disposition du chef de l'État, il dira non, c'est ça, non, je ne pense pas. Donc j'ai dit il faut travailler. Donc la délation fait partie donc, du jeu politique et ceux qui l'affirment donc savent donc d'où ils tiennent leur information. Moi je n'ai pas encore écouté donc le chef de l'État sur cette question. Le point c'est d'aller travailler sur le terrain, d'aller travailler pour montrer, pour faire enraciner l'UDBN sur le terrain et surtout donc parvenir donc à faire élire donc, des députés pour voter des lois en faveur de la nation. Donc je pense que c'est l'essentiel. Alain Fedjo, il y a une certaine opinion qui t'a accrédité la thèse aujourd'hui que le chef de l'État serait en train de créer une opposition au sein de sa propre majorité à des fins de stratégie politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Je pense que vous savez, ma dernière réponse devrait pouvoir vous inspirer. Je dis, nous sommes en politique. En politique, tous les coups sont bons. Est-ce que vous voyez? Donc, créer une opposition au sein donc, de ta propre mouvement. Ce qui signifierait que l'honorable Kodim Président, à travers cette refondation de l'UDBN,
aurait agi sur recommandation ou sur ordre du président de la République. Est-ce que vous êtes vraiment... Est-ce que donc je trouve quand même que c'est un peu bizarre de penser ce genre de choses, mais on ne peut pas non plus empêcher les gens donc de parler. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont des opinions pour distraire. Si on doit s'occuper de tout ça, on risque de rien faire. Le point, c'est de travailler sur le terrain. Parce que, donc, un parti politique anime la vie politique. Et vous voyez, donc, les attaques qui viennent de toutes parts montrent à suffisance que, donc, nous avons fait la meilleure option et montrent surtout que, donc, l'UDBN, aujourd'hui, donc, est un parti fort et qui est craint. Vous voyez, c'est un parti qui fait mal. Et moi, je peux vous rassurer que, donc, l'UDBN est une grande formation politique qui va faire encore beaucoup plus ses preuves d'encore d'ici et les prochains mois. Parce qu'il y a une organisation qui se met en place, il y a la démocratie au sein du parti, il y a des gens de grande qualité qui sont là, et il y a une grande ouverture, il y a Madame l'honorable Claudie Pizin qui a de leadership pour pouvoir diriger donc, un groupe et pour amener donc, ce bateau-là donc, à bon port. Donc je pense que toutes ces qualités réunies, l'UDBN a du bon chemin, donc l'UDBN est un parti qui va étonner le monde. Donc, oublions ceux qui veulent distraire, parce que donc, les gens sont déjà informés que ce qui risque de se passer, donc, va véritablement dépasser les attentes les uns des autres. Vous voyez, même il y a d'autres qui disent que vous allez, l'UDBN, vous verrez, vous allez sortir, donc vous allez disparaître parce que vous osez faire ci, ça. Donc on verra, c'est à l'autre qu'on connaît l'artisan, on verra et par la suite qui disparaîtra ou qui ne disparaîtra pas. Donc c'est la suite nous donnera raison. Parmi les grandes résolutions du congrès de l'UDBN, on a noté un changement de dénomination de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau. L'UDBN est devenu l'Union démocratique d'un Bénin nouveau. Saurez-vous nous expliquer, pour un Bénin nouveau, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, saurez-vous nous expliquer cette évolution? Oui, et merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je pense que cette évolution s'explique parce que vous savez, nous sommes passés maintenant donc, à un bloc qui signifie un bloc composé donc, de beaucoup d'autres formations politiques, de personnalités, qui sont venues avec donc, des idées nouvelles. Donc il fallait donc véritablement donc, construire donc, autre chose, construire quelque chose de nouveau. Vous voyez, parce que il y a donc beaucoup d'autres aspirations, il y a même un programme donc, législatif qui doit être élaboré et tout ça. Donc, cette démarche paraît donc utile et essentielle parce que donc, ceux qui sont venus maintenant donc, sont venus dans une nouvelle maison. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une transformation, je dirais pratiquement donc, c'est une transformation donc, totale. Est-ce qu'ils sont venus dans une nouvelle maison ou bien sont venus au même titre que l'UDBN, au même titre que l'ancien, c'est-à-dire au même titre que l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, pour construire une nouvelle maison qui porte désormais le nom l'Union démocratique? Bon, si vous l'expliquez de cette façon, mais de toute façon, vous voyez donc le mot démocratie. Le mot démocratique qui est ajouté donc, est un mot fort. Cela explique véritablement donc, que c'est un parti sérieux. Mais le mot démocratique ne peut ne pas signifier grand-chose. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'alliances, de partis qui se disent démocratiques. Il y a même des États qui se disent démocratiques et qui n'ont rien de démocratique. Donc ça peut signifier juste du vent. Mais est-ce que au niveau de l'UDBN, ce nom, cet adjectif a véritablement du sens pour moi, donc cet adjectif a du sens. Il fallait même le préciser. Parce que vous savez, j'ai expliqué tout à l'heure que Madame l'honorable Afiavi Claudine Prudencio aurait pu choisir, sans consulter donc sa base, sans consulter donc ses militants, de fusionner donc avec les deux blocs. Mais elle a dit non. Elle s'est résolue à écouter donc, à s'est conformée donc à la volonté donc de ses militants, ses militantes et militants à la base. Vous voyez, c'est ça la démocratie. Et comment dire, on a donné la parole, elle a donné la parole à tout le monde s'est exprimé. On est même passé au vote. J'étais présent et à l'unanimité donc tout le monde a voté pour l'option donc d'aller donc avec sur la bannière donc de l'UDBN. C'est ça la démocratie.
Est-ce que vous voyez? Et pour, comment dirais-je, renchérir, pour montrer que nous sommes dans cette démarche, pour rendre cela visible, nous avons préféré nommer désormais le parti donc Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est pour montrer donc toute notre volonté, toute notre la démarche dans laquelle la démarche démocratique, c'est pour rendre visible la démarche démocratique dans laquelle nous sommes. Une démarche inclusive. Inclusive, voilà, une démarche inclusive. Et c'est ce qu'il faut, parce que une formation politique qui ne s'appesantit pas, qui ne fonde pas sa stratégie sur une démarche inclusive, donc disparaît. Et c'est pour ça que vous avez vu donc beaucoup de formations politiques disparaître, parce que tout se résume, que ce que j'appelle la plutocratie, tout se résume donc au bon vouloir donc, du président qui prend toutes les décisions unilatérales. De façon unilatérale, parce que c'est le président qui dépense son argent. Est-ce que vous voyez? Elle n'a pas voulu donc adopter donc cette démarche. C'est pour ça que donc le mot démocratique est venu pour dire voilà, nous sommes totalement clairs, nous sommes donc dans cette vision-là. Si vous venez donc, il y a de la démocratie, on veut la démocratie au sein de l'Union et au sein de notre parti politique. Alors, dans le même temps, le parti de l'honorable Claudine Poudencio s'appelait Union pour le développement d'un Bénin nouveau, c'est-à-dire UDBN. Le nouveau parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, le même sigle est revenu. Est-ce que ce n'est pas le signe que l'UDBN antique ou historique continue d'avoir la même mise sur ce parti et que l'honorable Claudine Poudencio est disons, la maîtresse à bord? Non, pas du tout. Moi, je donne mon exemple. Je venais donc d'abord, il faut saluer donc la main tendue donc, de cette dame-là. C'est une femme de cœur qui tend la main, qui échange avec les gens sur cette idée, qui écoute. Et parfois, moi, la première fois où moi je l'ai rencontrée et on a échangé, j'ai fait mes observations. Mais elle a pris toutes ces observations-là donc en compte. J'ai remarqué. Elle a pris toutes mes observations donc, et elle m'associe à toutes les décisions. C'est une première. Moi, je n'ai jamais pris la carte donc d'une formation politique, mais je trouve vraiment que c'est une première. Elle vous consulte, elle appelle, c'est-à-dire elle associe tout le monde à la décision. C'est ça. C'est ça, donc, le construire donc, un parti, donc, une formation politique durable. Ça permet. Vous auriez pu quand même choisir un autre nom, par exemple, pourquoi pas Union des Forces Nouvelles, quelque chose qui permet à tout le monde de se sentir concerné. Non, mais bon, c'est-à-dire que c'est une décision donc, des militants. C'est une décision donc de la base donc comment dire. En fait, le problème donc de la conservation du nom, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la pratique politique qui s'opère au sein du parti, la formation politique. C'est ça parce que la pratique politique ici donc est fondée sur la démocratie, l'écoute des militants. Donc, en un mot, une démarche suffisamment inclusive pour mettre tout le monde à l'aise. Il y a eu même des moments où moi, j'ai essayé donc de me laisser délirer un peu pour voir, mais elle a toujours, donc, Madame la Présidente a toujours, montré que donc, c'est une maison commune, tout le monde doit construire, et la maison commune, tout le monde a sa pierre à apporter dans les budgets, et elle consulte ses militants. C'est très important, donc, c'est très important. Donc, je trouve que garder le nom, et en plus, l'UDBN, c'est quand même un nom qui est connu, qui a fait donc son chemin. Vous savez, donc j'ai écouté certains responsables politiques dire, qui sont de la partie septentrionale du pays, dire que donc ce sont les larmes aux yeux que donc le nom de leur formation politique doit disparaître. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a que des militants parfois dont sont jaloux de leurs choses, de leur formation politique. Ce nom-là, l'UDBN, c'est un nom que les militants ont voulu donc garder. Et personne n'a trouvé d'ailleurs... Parti créé en 2010, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Un parti donc, qui a fait du chemin. Et même à la création du parti, donc, le roi, l'une des têtes couronnées, donc, l'a rappelé la dernière fois, a déjà signifié clairement que donc, ce parti n'est pas né pour disparaître. Vous parlez du roi Dalada. Le roi Dalada, qui a signifié clairement que donc, ce parti n'est pas né pour disparaître. Et donc, à partir de ce moment-là, cela ne gêne personne que donc, ce nom reste, mais qu'on fasse un certain nombre de changements donc, à l'intérieur et qu'on montre clairement que donc, on est réellement engagé dans la voie donc, démocratique. L'Union démocratique
pour un Bénin nouveau historique a enregistré au cours du congrès du dimanche 21 octobre 2018 l'adhésion d'un certain nombre de personnalités politiques venues en tout cas de toutes les régions du Bénin. Vous faites partie de ces derniers d'ailleurs. Pourquoi cette adhésion à l'idéal de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio? Ok, merci beaucoup. Vous faites d'abord, pourquoi cette adhésion? J'ai adhéré à cet idéal, donc le l'honorable Claudine, parce que d'abord, c'est une dame très très diplomatique qui connaît donc la valeur donc, du militant. Moi, elle m'a appelé, elle m'a tendu la main. Et donc déjà, je suis très sensible donc, comment dire, à une main tendue. Parce que quand quelqu'un vous tend la main, cela suppose que la personne trouve que vous pouvez jouer un rôle donc, à ses côtés. Donc ce privilège qu'elle m'a donné, donc vraiment, j'ai tenu donc, à lui retourner dans l'ascenseur. Deuxième chose, après échange, après donc, discussion avec elle, je me suis rendu compte, comme je l'avais dit tantôt, que c'est une femme qui n'est pas là pour donc s'imposer à quelqu'un. C'est pas une présidente qui est là pour s'imposer. Donc, elle veut écouter tout le monde. Elle veut tenir compte de tout ce que donc chacun propose, faire un peu donc la synthèse et puis donc évoluer avec. Donc ça, moi, ça m'a bien plu. Et puis en plus, le nom de notre alliance politique, l'Alliance des Forces Nouvelles, heureusement ou malheureusement, se retrouve bien dans l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Pourquoi? Parce que donc, on parle de l'Alliance des Forces Nouvelles, on parle de Bénin nouveau. Donc les visions, à un moment donné, donc se croisent. Autre élément, ce parti a privilégié donc les jeunes et les femmes. L'Alliance des Forces Nouvelles aussi donc, a comme cible donc, les jeunes et les femmes. Donc nous nous rencontrons très bien. Parce que qui dit jeune doit pouvoir donc s'appesantir, doit pouvoir donc avoir donc à cœur donc les problèmes que rencontre la jeunesse, surtout donc l'emploi. Et moi je vous fais une confidence. Quand j'ai rencontré Madame la Présidente, j'ai échangé avec elle un projet phare que j'avais donc qui allait donc dans le sens de la création d'emplois au profit des jeunes. Mais la façon dont elle a pris ce problème à bras le corps m'a séduit. C'est qu'à quoi qu'elle attendait déjà que je lui pose, comme que j'aille sur donc, le terrain de l'emploi des jeunes. Donc systématiquement, elle a pris le nom. Elle a même accepté parce que c'est un programme qui s'apparente un peu, qui est un peu similaire à ce qui se pratique aux États-Unis qu'on appelle le Small Business Act. Donc c'est un programme que le Congrès américain a voté donc depuis 1943 qui rend systématique la notion de sous-traitance. C'est-à-dire que donc, les États-Unis ont montré qu'on prouvait que pour créer de l'emploi au profit des jeunes, il faut rendre systématique, il faut rendre la notion de sous-traitance. C'est-à-dire si les grandes entreprises viennent dans le cadre de la politique des grands travaux, si les grandes entreprises viennent donc, pour travailler, donc elles doivent sous-traiter systématiquement une partie donc, de leur marché donc, avec des PME donc, et locales, les PME donc, des diplômés chômeurs, pour leur permettre donc, non seulement d'avoir de la main, mais pour leur permettre donc, d'occuper d'autres jeunes pour créer donc, de l'emploi. Et les États-Unis ont voté une loi comment dirais-je, donc, qu'on appelle le Small Business Act, donc, pour rendre cela donc, légitime. C'est le Congrès américain même qui a voté cette loi-là. Donc nous, quand on a élaboré donc, le programme, le projet qu'on a élaboré, il fallait systématiquement trouver, donc le faire passer le projet donc, à l'Assemblée nationale à travers donc, une loi. Quand je lui ai proposé cela, donc, elle m'a dit qu'elle pouvait porter la loi, cette loi. Elle m'a répondu qu'elle pouvait porter et que donc, cela cadre bien avec la commission qu'elle dirige. Donc que ça fait partie de ses objectifs. La commission de l'éducation pour signaler ça. Voilà, pour signaler ça. Donc voilà, ça fait. Deuxième, bon, ça c'est un aspect, donc aspect non. Maintenant, elle a dit aussi, et elle m'a séduit aussi par sa prise de position donc, à l'Assemblée nationale lors du vote du code électoral. Elle a soutenu la jeunesse. Elle a montré clairement à l'Assemblée nationale que ce code était constitué d'une entrave donc, à l'émergence politique donc, des jeunes. Je pense que donc, tout cela réuni
je trouvais quand même que c'était une dame qu'on pouvait suivre, qu'on pouvait accompagner dans sa vision. En plus de ça, elle parle des femmes. Elle fait déjà dans beaucoup d'autres sociales. Donc, selon mes enquêtes, elle est dans le social. Et en plus de ça, donc, si elle prend la cible jeunes et femmes, cela suppose que donc, elle est dans la logique de l'atteinte des objectifs de développement durable. Parce que donc aujourd'hui, on parle donc de la lutte contre le réchauffement climatique. On parle de la protection de l'environnement, de la nature. Pour qui on fait ça? On fait cela donc pour les générations montantes. Parce que donc si la nature donc se détériore de plus en plus, les changements climatiques qui donc qui ont un véritable donc impact négatif sur donc la production agricole qui provoque si on travaille sur donc sur les objectifs de développement durable signifie clairement travailler donc pour la génération montante. Et d'ailleurs, l'ancien secrétaire général de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, je vais citer donc Abdou Diouf, a dit clairement lors d'une conférence internationale à Niamey sur l'économie verte et les emplois verts, a dit clairement que donc travailler donc à atteindre les objectifs de développement durable, c'est travailler donc pour la jeune génération montante. Donc je pense que les femmes aujourd'hui donc sont dans la vulnérabilité. Donc si elle a choisi, c'est qu'elle a fortement donc un programme pour les femmes. Elle défend la cause des jeunes, elle milite pour l'emploi. Je pense que donc tout cela réunit donc un cadre bien avec la vision de l'Alliance des forces nouvelles. Et en plus de ça, donc elle lutte contre la plutocratie. Je reviens là-dessus. Cette conception qui fait des partis politiques une entreprise unipersonnelle, voilà, où c'est celui qui a son argent, où c'est le président, tout ce régime au président, elle n'est pas dans cette démarche-là. Donc, tout cela réunit donc nous, ça cadre bien avec notre vision. Et ça rejoint donc Henry Ford qui dit clairement que donc se réunir à un début, mais que rester ensemble donc est un progrès. C'est également à l'occasion de ce congrès qu'on a noté l'adhésion de plusieurs personnalités politiques. Tranquillin le disait, on a parlé de vous, mais on n'a pas entendu de très grands noms en dehors du ministre Bernard Lani Davo, ancien ministre donc, du président Bouniaï, au cours de ce congrès. Est-ce que l'UDBN n'a pas manqué, n'a pas souffert de ne pas voir de grandes personnalités la rejoindre? Non. Vous savez, donc, il y a le congrès, il y a l'après-congrès. De dimanche à ce jour, vous n'avez pas connaissance de tout ce qui se passe, tout ce qui fera. Moi-même, je vous ai dit que j'ai reçu assez de coups de fil. Des gens soupçonnés qui veulent vous rejoindre ne sont pas courageux, ils ne veulent pas s'afficher. Non, ils vont s'afficher. Il y a des gens qui vont s'afficher. Parce que donc, les gens, vous verrez par la suite, donc, beaucoup de gens vont s'afficher. Il y a des gens qui, peut-être, n'étaient pas disponibles pour être au congrès. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, est-ce qu'on a même besoin forcément donc, de la présence donc, de fortes personnalités pour expliquer donc, la vision, pour constituer un bloc? C'est d'abord donc nous, le congrès du dimanche dernier a déclenché donc le processus donc d'enregistrement donc du nouveau parti, du nouveau bloc. Donc il faut finir cette étape. Et puis il y aura beaucoup d'autres occasions où des personnalités donc seront présentes pour pouvoir donc exprimer donc leur adhésion. Moi j'en connais par exemple qui déjà disent essaient d'obtenir donc un rendez-vous auprès de je veux échanger avec elle, je veux bien faire chemin avec vous, ainsi de suite. Donc c'est pas encore tard pour dire que donc les gens ne sont pas là. Je suis persuadé que donc beaucoup nous rejoindront bientôt. Même ceux qu'on pense aujourd'hui être dans des blocs peuvent nous rejoindre aussi, donc pourquoi pas? On est en politique. L'UDBN a désormais un bloc au sein de la mouvance présidentielle, en déplaise selon vos propos à ceux qui pensent que au niveau de en tout cas de la mouvance présidentielle, il n'y a que 2 blocs. Alors l'UDBN qui se dit ouvert à l'adhésion de nouvelles forces politiques et entend affronter les législatives de 2019 sous sa propre bannière. Oui. Comment comptez-vous obtenir 10% de suffrages au plan national pour faire valider vos sièges dans un contexte politique aussi compliqué que celui du Bénin? Merci beaucoup de me poser cette question. Je vais vous dire, l'Alliance des forces nouvelles a adhéré désormais donc à l'UDBN. Notre stratégie à nous d'abord, c'était donc d'occuper tout le territoire national. Et nous sommes déjà en train de travailler depuis donc près de 3 ans donc dans ce sens. Maintenant que nous sommes devenus UDBN, nous allons verser donc tout le monde donc
comment dirais je dirais que tous nos membres sont désormais membres donc, de l'UDBN. Cela se pose quoi? Cela se pose que les 25 membres que nous avons constitués, par village, par commune, par quartier, par arrondissement, par village, par quartier, par arrondissement et par commune, ces 25 membres-là donc sont désormais donc, membres donc, de l'UDBN. Et c'est sur toute l'étendue du territoire national. Vous aurez le temps de voir. Et c'est des militants engagés. Ce sont des militants qui cotisent. Ce sont des militants qui disent, qui ont soif donc d'atteindre des objectifs. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tout va se reposer au niveau, tout va se clarifier au niveau donc, des positionnements. Nous allons travailler, et comme Madame la Présidente aime à le faire, sur des électeurs qui ont véritablement donc du monde derrière, ceux qui sont vraiment implantés dans ceux qui ont vraiment la capacité de mobilisation dans leur localité, ceux qui sont aimés dans leurs différentes localités, nous allons vraiment donc leur donner la priorité dans le cadre des positionnements. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens aujourd'hui, des aventuriers politiques, je dirais, qui sont à la quête de l'électorat, qui ont déjà perdu toute crédibilité dans leur localité, mais qui se servent donc de la bannière, donc la couverture de la mouvance pour mieux s'opposer et profiter de ceux qui travaillent. La démarche, cette fois-ci... Parmi ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, voilà. La démarche étant suffisamment démocratique ici, et les cibles étant les jeunes et les femmes, nous allons donner la priorité à des jeunes et à des femmes qui sont capables donc de se faire élire, mais qui n'ont pas la chance de se mettre sur une liste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens qui sont suffisamment donc populaires chez eux, mais qui sont souvent étouffés par des griots politiques qui viennent sous la bannière, soit d'une mouvance, soit d'une certaine opposition, et qui, comment dirais-je, donc, qui bouchent les narines de ceux-là, qui profitent d'eux. Cette fois-ci, donc, ce serait démocratique. Nous allons faire des enquêtes de terrain. Nous allons d'abord donc détecter des jeunes qui ont véritablement, qui sont connus dans leur localité et qui ont de la popularité. C'est une enquête de terrain. Et nous allons, l'UDBN va essayer donc de façon démocratique de les positionner dans ces différentes localités-là pour pouvoir donc atteindre donc ces objectifs. Et nous allons atteindre cet objectif-là. C'est une définition de stratégie, mais est-ce que vous envisagez la possibilité que les 10% ne puissent pas être atteints dans le cadre des prochaines élections législatives? Vous l'avez vu lors des présidentielles passées, des candidats de l'envergure de ABT, de Koupaki, des listes législatives antérieurement n'ont pas réussi à obtenir 10%. C'est un seuil quand même assez difficile à atteindre et l'UDBN prétend atteindre ce seuil. Est-ce que vous envisagez la perspective, la possibilité que ce seuil ne soit pas atteint lors des législatives et donc qu'il y ait un échec? Non, je n'envisage pas. Donc moi, dans toute stratégie, moi je bannis d'abord l'échec de non, je dis l'échec. C'est consubstantiel de la vie quand même. Oui, on l'envisage. Mais quand vous allez en guerre, vous allez pour gagner. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je vais faire une lutte pour gagner. Cette lutte, nous sommes obligés de la gagner. Pour la simple raison que l'option que nous avons faite, c'est une option inclusive. Et nous tenons compte des militants à la base. Nous ne tenons pas compte des militants qui ont de l'argent. Parce que c'est ça. Parce que quand vous interrogez un jeune, il dit, vous êtes en politique, mais est-ce que vous avez donc les moyens? Tous ceux qui disent aujourd'hui, ceux qui se vantent d'être de la mouvance présidentielle, savent déjà que donc l'argent doit venir de quelque part parce que donc c'est la liste du chef de l'État, le chef de l'État est là pour... C'est pas ça. Nous allons, dans une démarche inclusive, privilégier donc ceux qui sont populaires donc, dans les différentes localités. Et j'en ai vu plein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc, dans la salle. J'ai été même surpris d'avoir la présence donc, de certaines... Cela, c'est pour ça que madame, sinon le bureau de l'UDBN d'alors et de maintenant, donc, fait un travail minutieux donc, de comment dirais-je, de détection donc, des militants de valeur. Est-ce que vous voyez? C'est ça, l'essentiel. Et donc, par rapport à ça, je trouve que donc, sur toute l'étendue du territoire national, ça va se faire. Nous allons faire une tournée. Maintenant que l'Alliance des Forces Nouvelles est à l'UDBN désormais, je vais m'associer donc aux différentes équipes dirigeantes dans les localités pour que nous fassions donc des réunions donc, pour mettre nos forces donc, en commun, de façon à ce que nous puissions véritablement donc, atteindre cet objectif sur toute l'étendue du territoire national.
Vous voyez, parce qu'un bloc signifie donc mise en commun des forces. Vous voyez. Et donc, quand nous mettrons en commun donc, cette force-là, nous sommes persuadés que les 10% donc, seront atteints. Vous êtes optimiste à souhait. Néanmoins, que feriez-vous en 2019 si éventuellement vos objectifs ne sont pas atteints? Bon, ça fait partie de la vie, mais cela m'étonnerait que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs. Mais au cas où cet objectif ne serait pas atteint, ce n'est pas la fin du monde. L'UDBN ne va pas disparaître. Nous allons essayer donc de nous revoir, d'évaluer donc les forces et faiblesses, de voir donc ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, et ensuite donc se lancer à nouveau, parce que vous savez, la vie n'est pas faite que de succès, la vie aussi donc fait d'échecs, donc l'échec est formateur. Nous allons prendre donc appui sur notre échec et puis donc sauter à nouveau et donc redynamiser donc le parti pour les prochaines luttes. Mais je pense quand même que nous sommes sur la bonne voie pour gagner. Est-ce que Alain Afedjou personnellement sera candidat pour les prochaines législatives sur les listes de l'UDBN? Je ne saurais le dire pour l'instant. Je ne saurais le dire. Donc c'est une cuisine interne et je laisse le soin au bureau politique du parti, à la direction donc que je sois sur la liste ou que je ne sois pas sur la liste. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est de travailler à ce que l'UDBN gagne. On entend beaucoup de gens dire ce genre de choses, mais quand ils ne sont pas positionnés, c'est la course au repositionnement dans d'autres alliances, dans d'autres partis. On l'a beaucoup vu ces dernières années. Moi, je ne suis pas un opportuniste politique. Vous voyez, je ne suis pas opportuniste du tout. Moi, j'avais créé une association dénommée Amitié Plateau d'Abomey, où un président, un chef d'État en exercice, enfin, les proches d'un chef d'État en exercice m'ont demandé donc de venir, donc, m'ont fait des propositions alléchantes, des propositions que je ne saurais le dire ici, pour pouvoir les rejoindre. Et j'ai dit non, parce que ma vision n'était pas, on n'était pas en phase par rapport donc, à ce que moi je faisais. Donc moi je ne suis pas opportuniste. Est-ce que vous m'avez jamais vu donc, venir à la télévision parler donc, je suis une idéologie, mes chers amis. C'est une idéologie. Ici, à l'UDBN, je trouve qu'il y a la démocratie. La présidente est dans une approche inclusive. La cible choisie correspond très bien donc, à ma vision. Et donc, une somme donc, de considérations qui me permettent d'être à l'aise et de militer dans cette formation politique. Je peux appeler, demander à voir la présidente de mon parti, donc lui faire savoir donc, mes opinions et comme je veux, et qu'elle m'accueille comme je veux aussi. Donc, déjà, ces choses réunies, donc, on ne reste pas dans un parti politique parce qu'on est là pour l'intérêt immédiat. Ceux qui le font, vous voyez, c'est eux qui sont donc dans toutes les parties, sont des éternels mouvementiers. Il peut même arriver que dans une formation politique, vous soyez contraint à faire de l'opposition, par exemple. Donc, il faut l'intégrer et savoir que, bon, le parti... Et même, je vais plus loin, le parti peut prendre une position qui n'est pas forcément la vôtre, qui n'est pas votre position, je dirais. Et dans une démarche militante, vous êtes obligé de vous conformer parce que c'est le parti que les militants, unanimement, ont décidé donc de prendre cette position-là. Vous conformez à ça. Quitte à travailler après pour dire, bon, c'était donc une mauvaise option, machin, donc je ne suis pas dans une formation politique. D'ailleurs, même, c'est ceux qui pensent que c'est la politique qui doit les nourrir, qui ont ce genre de comportement. Pour s'engager en politique, il faut d'abord avoir son gagne-pain. C'est-à-dire vous devez avoir le minimum, de quoi nourrir votre famille, de quoi vous faire cavaler seul. Et puis après, votre parti peut améliorer votre condition de vie, de par vos positionnements, ainsi de suite. Mais l'idée première, c'est pas d'aller pour gagner de l'argent, non. Si c'est ça, donc il ne faut pas s'engager en politique. Et moi, je déteste ce genre de choses. Alain Afedjou, on note ces derniers mois des attaques contre la présidente du parti de UDBN, notamment sur les réseaux sociaux. Déjà, avez-vous connaissance de la provenance de ces attaques qui sont devenues systématiques? Non, je ne sais pas d'où viennent ces attaques. Mais de toute façon, il fallait s'attendre à tout ça parce que lorsque vous construisez quelque chose qui est à l'image de l'UDBN, qui suscite donc la convoitise, qui est bien structuré, que vous devez vous attendre. Donc, si vous avez des attaques, cela suppose que vous êtes sur la bonne voie. Cela suppose que
ce que vous faites est donc et focalise donc l'attention. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il faut répondre à toutes les attaques? Non. Vous savez, donc, en communication, on dit souvent que donc, et les publications ne durent qu'un feu de paille. Donc, les attaques, bon, et s'il faut... Aujourd'hui, il y a un code numérique qui est en application. Ceux qui vont s'adonner donc à des attaques qui vont entacher donc l'honorabilité donc ou la crédibilité donc de certaines des personnalités donc du parti vont répondre devant les juridictions. Les textes sont clairs. Mais on ne parvient pas à les identifier généralement. Non, mais on finit par identifier. Vous savez, donc on est dans le domaine. Mais il faut pas. Il y a aussi donc beaucoup. Il y a la distraction. Il y a des gens qui mettent des choses pour distraire, pour empêcher d'aller travailler sur le terrain. Donc les deux je sais d'où ça vient. Mais au lieu de bien aussi aura sa stratégie de communication pour pouvoir donc comment dirais-je donc soit contre-attaquer, soit ne pas attaquer. Donc ça dépend de la démarche communicationnelle que l'IDBM même va se donner pour répondre à tout ça. Donc je pense que c'est des attaques. Il vaut mieux ne pas donc il faut banaliser et aller travailler sur le terrain. Vous souhaiteriez banaliser les attaques, mais il y en a quand même qui ont retenu notre attention. Oui. On a vu circuler une vidéo dans laquelle des propos jugés xénophobes sont tenus par la présidente de l'UDBN à l'occasion d'un meeting. On a dit que ces propos ont été tenus récemment, on ne sait pas très bien. Que pensez-vous déjà de la diffusion de ces propos? Bon, il faut d'abord donc... Et comment dirais-je, il faut travailler sur l'authenticité de la vidéo. Parce que c'est quand même une vidéo. Donc il faut, si aujourd'hui vous êtes un peu dit, donc c'est pas authentique, machin et tout ça. Bon, ça c'est un aspect. L'autre chose, c'est que nous sommes en politique. Et Madame Claudine Prudencio est d'une circonscription électorale. Elle gêne des intérêts, certainement. Donc, tous les moyens sont bons pour pouvoir donner. Mais cette vidéo, si il faut bien regarder la vidéo. Madame paraît beaucoup plus... non, c'est-à-dire que donc, cette vidéo, donc Madame paraît beaucoup plus jeune, excusez-moi le terme, en ce moment-là. Et il faut le placer donc, dans son contexte. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, il y a des gens... Il y a un ministre du gouvernement qui a dit, et si mes souvenirs sont bons, sur une chaîne de radio internationale, que si l'actuel président mettait pied au Bénin, donc qui mettrait pas pied d'ailleurs au Bénin. Aujourd'hui, ce ministre est dans une position de député donc à l'Assemblée nationale et travaille étroitement avec le président de la République. Est-ce que vous voyez? Donc pour vous dire, je dis ça pour montrer que la politique, c'est des jeux. Les gens viennent dire des choses pour pouvoir en faire. Donc, dans cette situation électorale, il fallait sortir. Et il faut placer ce que Madame a dit dans son contexte. Quand elle dit, par exemple, que telle personne est de telle localité et quelle autre, elle est de telle localité, qu'est-ce qu'elle a dit donc de mal? C'est juste montrer, bon, c'est quand même mon territoire. Et puis donc, oui, parce qu'au Bénin, quand même, toute personne a une origine qu'il faut sauvegarder. Les origines sont... De là à qualifier les propos de régionalistes, il y a oui, un pas qui a été franchi par l'adversaire. Oui, bien sûr, oui, parce que donc c'est ça, parce que on parle de xénophobie juste pour pouvoir révolter donc les militants. Est-ce que vous voyez? Pour montrer à l'opinion publique que voilà donc, et surtout parce que donc quelqu'un a été déjà condamné pour de tels propos, on essaie donc de faire une similitude pour montrer que donc c'est une chasse à telle catégorie de personnes et ainsi de suite. Non, je pense que donc c'est une vidéo et d'ailleurs même l'opinion donc ne croit plus à ce genre de choses. Il suffit donc juste d'élaborer donc un programme législatif assez cohérent qui est basé qui est fondé sur les intérêts de nos cibles, qui sont les jeunes et les femmes, c'est l'intérêt à défendre quotidiennement. Et puis, donc, ces choses vont disparaître d'elles-mêmes. Donc, une vidéo, d'accord, mais on peut... Donc, je pense que, donc, c'est pas... Il faut placer dans son contexte et puis, donc, passer à autre chose. Je pense que ça date d'assez longtemps.
Une autre de ces attaques procède d'une courte vidéo tournée à l'occasion de ce qui ressemble à une rencontre entre une personnalité politique de l'opposition et des gens présentés comme étant de la diaspora. À cette occasion, une dame, c'est pas, vous avez su sûrement là cette vidéo, une dame dont nous allons taire les graves accusations contre le fichier électoral, présente l'UDBN comme un futur parti de l'opposition. À quel point cette personne a-t-elle raison ou tort de dire cela? Mais vous voyez que l'UDBN focalise beaucoup l'attention. On devait même s'en réjouir parce que donc, si les attaques viennent de toutes parts, il faut montrer, il faut s'en réjouir d'une part. Et surtout, donc, je ne sais pas, j'analyse donc comment est-ce que donc, au sein de la mouvance, on peut créer une opposition pour pouvoir dribbler les électeurs. Je pense que les électeurs aujourd'hui, les Béninois, donc, ne sont pas du tout dupes. Si vous allez sur le terrain, qui est de la mouvance, qui est de l'opposition, les électeurs donc, le savent très bien. Est-ce que vous voyez? Donc, à dire que, à coller donc, le statut, donc, c'est-à-dire, si je comprends bien la vidéo, si je dois interpréter la vidéo, c'est que on a comme l'impression que Mme Afiavi Claudine Prudencio est comment dirais-je, une opposition fabriquée. Oui, fabriquée donc fabriquée donc de toutes pièces. Au même moment, d'autres mauvaises langues disent que l'honorable Claudine Afiavi Prudencio a son bloc à part qui ne concerne pas le chef de l'État. Et donc la presse en a donc la même dame, à gauche, à droite. Ça signifie que donc elle est importante en politique. Elle prend de l'envergure politique. Et quand on prend de l'envergure politique, c'est comme ça que les attaques viennent de toutes parts. Donc, je ne pense pas que cette vidéo, donc je l'ai lue, mais ça ne m'a pas du tout donc, dérangé. Je pense qu'en son temps, par des stratégies et par des arguments, donc, on peut démontrer par A plus B donc, le contraire donc, de ce que donc, cette vidéo aurait révélé. Mais il y en a encore des insinuations, des attaques sur les réseaux sociaux qui font état de discussions secrètes, cette fois-ci entre la présidente de l'UDBN et des leaders de l'opposition, notamment à Paris. On laisse même entendre que M. Samuel de Souaoré, qui est son époux, et M. Sébastien Adjavon, qui actuellement se trouve, disons-le ainsi, en exil à Paris, auraient eu un conclave secret. Que dites-vous encore une fois de ces insinuations? En fait, cela participe de la stratégie de déstabilisation de l'UDBN. Est-ce que vous voyez? Donc, Madame même l'a affirmé haut et fort que donc, la dernière fois qu'elle a eu des échanges avec Sébastien Adjavon, c'est depuis donc, les élections présidentielles. Donc, depuis les élections présidentielles, il n'y a plus. Donc, en plénière, on l'a expliqué. Donc, nous savions déjà que ce genre de choses peuvent être dites. À partir du moment où l'UDBN a choisi d'aller seul, il faut s'attendre à tout. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de rester, donc c'est de tenir bon, de travailler sur le terrain, et puis donc de rester donc, dans la ligne politique, dans la logique dans laquelle l'UDBN s'est installé. Parce qu'on ne pourra pas éviter donc de dire tout ça. Il n'y a que l'avenir qui doit le prouver. Il n'y a que les actes qui vont montrer que donc, ces vendeurs d'illusions, c'est-à-dire donc, ces détracteurs, n'ont pas trouvé donc, la cible qu'il faut. Parce que je ne comprends pas le lien. Je ne vois pas le lien entre l'UDBN et Ahoré. Et puis donc, il se fait que M. Ahoré donc, est l'épouse de Mme Claudine Prudencio. Mais à dire déjà que accord secret, je ne connais pas M. Samuel Dessous comme un acteur politique. Elle est peut-être donc l'époux d'une femme, politique, mais je ne vois pas le lien forcément. Quelle influence les choix les choix de son épouse. Mais est-ce que donc forcément donc un époux peut influencer systématiquement les choix donc de politique de son épouse? Mais en plus de ça, qui a été témoin de la rencontre entre entre l'honorable M. Ahoré et puis donc Sébastien Adjavon donc à Paris. Cela dire que la rencontre est existée pour qu'il y ait des témoins. Bon, donc cela participe de la fiction.
la fiction. Donc, vous savez, les gens sont féconds en imagination, en politique, pour faire pour déstabiliser. Et ça vient même, cela même peut provenir de la mouvance présidentielle, juste parce que donc l'UDBN aurait choisi donc de faire cavaler seul toute cette stratégie-là, participe dans une stratégie de déstabilisation. Et pour y répondre, pour contrer cela, donc il vaut mieux donc se concentrer sur l'essentiel, travailler sur le terrain de façon donc à obtenir des députés. On va s'intéresser à un autre sujet de l'actualité nationale, les enjeux judiciaires de l'opposition. 20 ans de prison pour l'ancien candidat à la présidentielle Sébastien Germain à Diavon. C'est ce dont on a décidé. C'est ce qui ressort en tout cas récemment de la décision rendue publique par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire des 18 kg de cocaïne découvert dans un des conteneurs de ce dernier. Ce verdict, Alain Fediou, prononcé contre l'ancien allié de Mme Prudentieux de Patrice Talon, vous a-t-il surpris? Vous savez, nous sommes dans un régime démocratique. Et en démocratie, il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Bon, je ne suis pas un praticien de droit. Je n'ai pas tous les éléments pour apprécier ce que vous me demandez. Et donc, je continue de chercher, j'analyse, donc j'entends dire que les avocats n'ont pas eu la parole, ainsi de suite. Je continue de chercher des éléments pour pouvoir donc mieux répondre. Peut-être qu'à une autre occasion, on aura le temps donc de venir. Donc, quand j'aurai suffisamment d'éléments par rapport à cette question, nous allons revenir là-dessus. Parce que je n'aime pas parler sans avoir donc des éléments d'appréciation. Je ne suis pas un praticien de droit, donc je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juge, donc je préfère... Donc, mais en même temps, Alain Fediou, est-ce que vous contesterez le fait que aujourd'hui des poursuites sont engagées contre de nombreuses personnalités qui ont pour point commun d'être de l'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas comme une chasse aux sorcières derrière cette opposition-là? Est-ce que donc nous sommes en politique? Donc en politique, et vous savez donc parfois il y a le machiavélisme, la fin justifie les moyens. Donc, je pense que aussi les opposants aussi ne font pas cadeau au pouvoir. Donc, chacun, c'est une guerre. Et donc, une guerre qui s'installe, donc une guerre des intérêts, et ainsi de suite. Donc, est-ce que l'exécutif va utiliser le judiciaire pour s'en prendre? Dans un régime de séparation de pouvoir, je ne pense pas que l'exécutif peut utiliser le judiciaire contre les opposants. Et si tel est le cas, il y a des voies de recours appropriées pour pouvoir donc comment dirais-je, sortir d'affaire. Je pense qu'il y a des voies de recours. Si quelqu'un estime qu'il a été lésé dans une procédure judiciaire, il y a toujours des voies de recours pour pouvoir donc comment dirais-je, s'en sortir. Donc je pense que il faut que toutes les parties puissent utiliser donc les voies de recours qui s'offrent à elles pour pouvoir donc sortir d'affaires. Donc je pense que donc chacun fait son travail, la justice fait son travail, l'exécutif aussi fait son travail, et je ne pense pas que donc dans l'état de droit il puisse avoir donc véritablement donc immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. C'est pas normal. Ça ne peut pas. Je ne comprends pas que cela puisse se faire. Maintenant, si d'aucuns estiment que cela se fait, alors donc il faut recourir donc à des juridictions compétentes pour pouvoir donc clarifier donc cet état de choses. Dans le même temps, une partie des opposants les plus notoires au régime du président Talon, dont les dossiers se trouvent actuellement devant la Cour de justice ou au niveau de la Criette, évitent de rentrer dans le pays. Votre position par rapport à la situation de ce qu'on peut appeler désormais des exilés politiques? Je pense que c'est à la justice donc, du béninoise de se montrer suffisamment crédible. Il faut que donc, le droit soit dit. Si la justice témoigne, montre toute sa crédibilité, je pense qu'il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas rentrer. Parce que si vous êtes... c'est pas parce que vous êtes opposant que si vous tombez sous le coup de la loi, qu'on ne vous applique pas la loi. Donc, pour moi, c'est que si on veut appliquer la loi, que le droit soit dit. Maintenant, si les gens estiment que le droit n'est pas dit, alors donc, ils peuvent recourir. Il y a des voies de recours. Donc, maintenant, que des gens ne rentrent pas ou que des gens rentrent ou des gens choisissent de ne pas rentrer, je trouve quand même qu'ils ont leur raison. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne fais pas partie des concernés pour savoir pourquoi d'aucuns choisissent. On a vu aussi que donc, les îles aussi participent dans la stratégie de conquête de pouvoir.
Ça s'est déjà passé sur mon regard, donc je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Peut-être que les gens sont exilés aujourd'hui pour finir leur stratégie de pouvoir, sait-on jamais. J'ai cru lire dans un organe de presse récemment que certains de ces opposants, les dossiers qui pèsent sur eux ne sont pas des dossiers dans lesquels ils sont exempts de reproches et que s'ils se refusent à rentrer, c'est parce que c'est une forme d'aveu de culpabilité pour ne pas subir les rigueurs de la loi pour les actes qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient eux-mêmes aux affaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je trouve que lorsque vous posez un acte, lorsque vous avez la gestion de la chose publique, vous devez pouvoir savoir que donc il y a un lendemain. C'est-à-dire, il faut penser donc à cet instant-là où vous ne saurez plus donc au commande des choses. Cela va s'appliquer aussi à ceux qui sont en train de diriger le pays actuellement. Et que vous soutenez. Et donc, ça va s'appliquer à vous aussi. Quand ils ne seront plus aux affaires, demain, si des gens avaient commis des malversations financières, sinon les gens sont impliqués dans des malversations, demain, donc cela doit rattraper. Et c'est dans l'ordre normal des choses. Cela doit obliger ceux qui dirigent à faire les choses dans la règle-là, à ne pas s'impliquer dans des faits de corruption, à ne pas détourner donc les deniers publics, parce que donc on se rend de plus en plus compte que donc le lendemain, au lendemain donc de la perte donc des privilèges donc liés aux fonctions donc des postes supérieurs. Et ça se passe dans tous les pays. Vous voyez. J'ai vu, je pense que c'est la France Insoumise, non? Le patron de la France Insoumise qui a été... Mélenchon, son domicile a été perquisitionné, il est sous des trucs judiciaires. Et lors des présidentielles passées, comment dirais-je, il y a aussi Nicolas Sarkozy, ainsi de suite. Donc, personne n'est à l'abri de la justice. La justice fait son travail. Mais ce qu'on souhaite, c'est que la justice fasse son travail dans le respect donc, des tests et surtout donc, dans la logique de la préservation des droits de l'homme. Je pense que c'est ça qu'il faut souhaiter dans un État démocratique. Si toutes ces conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que les autres, ceux qui se disent exilés, ne rentrent pas. Maintenant, s'ils ne rentrent pas, alors donc tôt ou tard, et puis ils vont rentrer, et puis donc la justice peut-être connaîtra ces dossiers et donc dans les formes judiciaires qu'il faut. Donc je pense, je n'ai pas de problème. Si quelqu'un est trempé dans des choses, la personne doit pouvoir répondre. Voilà, les auditeurs de Diaspora FM 102.3, la nouvelle radio africaine, les téléspectateurs de DEN Télévision nous en voudront si nous ne prenons pas votre avis sur les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui poursuit inlassablement ses réformes économiques, administratives, sociales et politiques, malgré l'impact parfois difficile sur les populations. Pourquoi l'UDBN continue dans ces conditions de soutenir cette gouvernance? Vous savez, il y a un programme phare que le gouvernement a essayé est en train de mettre en œuvre, donc le programme d'accès à l'eau potable au profit des ménages et comment dirais-je, donc ruraux. C'est un programme ambitieux que moi je soutiens, que l'UDBN soutient personnellement, parce que l'eau potable, par exemple, est la source de vie. Donc, créer une agence pour donner de l'eau potable donc, à des communautés qui en souffrent. Vous savez très bien que je suis dans ce combat-là, sous d'autres formes. Donc, créer une agence pour, pour donner de l'eau potable à des communautés rurales, je pense que c'est un programme qui mérite d'être soutenu. La deuxième chose, c'est que depuis que le président Patrice Talon a pris le pouvoir, vous allez noter qu'il y a moins de délestage. Donc, il y a eu un programme énergétique assez cohérent qui limite le délestage. Or, sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation. Sans industrialisation, il n'y a pas d'industrialisation. On ne peut rien faire sans l'énergie. Donc voilà déjà deux exemples que je vous donne qui montrent, qui renforcent moi personnellement mes raisons de soutenir le président Patrice Talon et souhaiter par ricochet dans l'UDBN.
Vous voyez. Mais donc, que le président Patrice Talon pose ces actes-là que vous jugez très positifs et que personne ne contestera, même pas dans l'opposition, il y a des réformes qui sont plus difficiles pour la population. On a parlé des déguerpissements, on a parlé d'autres choses qui ont quand même le fait de serrer la ceinture dont on parle tant, qui ont un impact sur la population et qui amènent certains leaders de l'opposition à penser que le chef de l'État est de plus en plus impopulaire, chose que lui-même il a laissé entendre à un certain moment. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous n'avez pas songé, non pas vous, Alain Afedjou, mais vous, l'UDBN, n'a pas songé à un moment ou à un autre à cesser de soutenir le gouvernement pour aller dans le sens de ceux qui, dans cette population, commencent à réclamer un allègement de la rigueur de la gouvernance? Vous savez, lorsque vous prenez donc le déguerpissement, que d'aucuns qualifient de sauvage ou bien de machin, tout le monde l'a vécu avec du pincement au cœur. Parce que donc c'est vrai que, comment dirais-je, on est venu donc déguerpir, mais en amont, il y avait quand même eu donc des séances d'explication. On a prévenu les gens pour dire que donc, à bas de cet instant, vous ne pouvez plus exploiter donc occuper les domaines publics. C'est vrai que dans notre pays aussi, nous avons eu le temps d'avoir donc de nous coller à la facilité. Moi, je n'ai jamais su, par exemple, que l'escalier de mon bureau était érigé donc sur un domaine public. Je n'ai pas su. Il a fallu que donc le caterpillar ou bien arrive et que mes employés soient dans leur bureau et que donc qu'ils se retrouvent donc suspendu en l'air. Donc peut-être d'escalier et donc heureusement qu'il y avait une voie donc de sortie, une voie prévue donc pour pouvoir donc je n'ai pas su. Et ce programme exécuté aujourd'hui donc donne une certaine visibilité, une clarté dans la ville. Ça a même limité et donc les nids, ça a détruit les nids de comment dirais-je, les nids de refuge donc hors la loi. Bon, mais les Béninois ont vécu cela donc avec la douleur. Et je pense que le président Patrice Talon lui-même a eu à l'expliquer une fois, je pense, lors de la rencontre des femmes de Tantopa. Vous voyez. Mais ce qui a été prévu, c'était que donc, quand on déguerpit, il fallait donc trouver donc on allait construire donc de belles choses, ainsi de suite. Donc, ces choses ont mis du temps donc à se mettre en place. Donc le gouvernement a expliqué pour dire que ils étaient dans la logique dans les études, ils étaient en train de mobiliser les financements pour pouvoir donc maintenant il paraîtrait que donc la phase donc d'exécution des projets est arrivée. Il a souhaité vivement que donc maintenant que des infrastructures puissent se mettre en place de façon à reloger donc ceux qu'on a eu à déguerpir de manière sauvage pour que donc les gens puissent savoir que finalement donc le déguerpissement sauvage donc a eu quand même donc à combler donc une bonne suite donc qui a constitué donc, à les reloger donc pour pouvoir vaquer à leurs occupations quotidiennes. Parce que vous savez, tous ceux qui ont été déguerpis, la majeure partie donc, sont des gens de l'informel, des gens qui font de petits commerces et qui ne vivent que de ça. Vous voyez. Donc, je pense que donc il faut tenir compte de ça pour pouvoir trouver une solution alternative, pouvant donc véritablement donc contenter donc ces gens-là. Je rappelle aux auditeurs que nous recevons dans cette émission Alain Afedjou, les membres du bureau politique de l'UDBN. Dites-nous, que répondez-vous à ceux qui dénoncent l'installation progressive d'un régime autocratique au Bénin? Et bon, ce qu'il faut répondre, c'est que quand il y a un minimum de rigueur, les gens l'assimilent tout de suite donc, à de l'autocratie. Vous voyez. Bon, maintenant, donc, on peut faire la rigueur donc, en tenant compte de la forme. Vous voyez. On a besoin donc d'explications. Il faut que donc, le gouvernement travaille à communiquer, à expliquer donc, le bien fondé donc, des mesures qu'il essaie donc, de prendre. C'est ça. Donc, si en amont, on explique, on communique, j'aurais même souhaité qu'on organise des séances d'échange à la... des séances d'échange comme ce que Friedrich Ebert donc, organise. Ça permet à tout le monde de s'exprimer.
de dire donc à l'opposition de s'exprimer, parce que dans un régime démocratique, il y a toujours une mouvance et une opposition. C'est ça la démocratie. Donc, qu'on essaye donc de mettre les gens ensemble pour que chacun puisse expliquer ses positions, de par ses positions, donc les mesures prises, tout ça donne, et qu'on essaie donc de tirer donc l'essentiel. Cela aiderait beaucoup à qualifier le gouvernement donc autocratique ou non, parce que donc les gens auraient eu les réponses à de nombreuses questions. Ça aiderait. La stratégie communicationnelle est à revoir pour essayer donc de combler les attentes de ceux qui estiment que donc il y a des lois donc brutales, il y a beaucoup plus de brutalité, que des gens sont là juste pour régler des comptes, ainsi de suite. Il y a des choses qui peuvent ne pas s'apparenter à du règlement de compte, que d'autres peuvent qualifier donc de règlement de compte, parce que donc ils n'ont pas tous les éléments. Est-ce que vous voyez? Donc il est à souhaiter donc des rencontres d'échange pour que donc les uns et les autres puissent s'exprimer, puissent s'expliquer donc sur les différentes formes donc de politique mises en place. Enfin, Alain Fedjou, nous allons bientôt finir. Que faut-il, à votre avis, améliorer à la gouvernance du président Talon pour pouvoir un peu mieux contenter la population et bien sûr pas avoir de conséquences lors des législatives prochaines, rafler la mise au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, je pense que je suis dans l'opinion publique. Et moi, je vais vous relater, je vous dis exactement ce que pense l'opinion publique. L'opinion pense aujourd'hui que donc, les richesses du pays donc, sont concentrées dans les mains d'un groupuscule. Ça, il faut travailler à corriger. Les gens disent qu'ils payent les impôts, mais n'ont pas droit donc, forcément donc, au marché public, parce que l'État est le propriétaire des marchés publics. C'est l'État qui gère les marchés publics. Donc les gens trouvent que les appels d'offres sont pipés d'avance. Donc je pense que ces choses-là, il faut les corriger pour que donc, tout le monde s'en concerné. C'est-à-dire, même si on ne connaît pas quelqu'un dans l'administration, si on remplit les conditions, qu'on soit à 70% sûr de dire, donc si je postule quelque chose, je peux gagner. Est-ce que vous voyez? Donc cet état de choses, il faut le remettre dans l'imaginaire du Béninois. Ensuite, il faut que donc, le président de la République soit beaucoup plus proche des populations. Vous voulez qu'ils prennent les bains de foule comme on en voyait par le passé? Non, pas sous la même forme, parce que heureusement, malheureusement, donc, le président, les chefs d'État qui ont dirigé le pays donc, ont habitué donc, le pays donc, à ce genre de bains de foule. Et nous sommes quand même en politique. Cela ne dérange nul. Où un matin, le président donc, essaye donc, de descendre un peu dans la ville, donc image qui regarde ce qui ne va pas, échange un peu avec la population, essaie de recueillir un peu parce que on a comme l'impression qu'il y a un président qu'on voit d'abord donc très peu et qui prend des décisions. Le fait de ne pas le voir et que des décisions soient prises, donc renforce beaucoup plus donc la thèse donc de l'autocratie. Est-ce que vous voyez? On dirait donc qu'il y a un mythe autour. Et c'est vrai que donc le président de la République est une institution. Il y a un mythe autour, mais par le passé, donc, les gens ont eu les prédécesseurs du président ont eu à démystifier donc, la fonction présidentielle. Et les Béninois ont été habitués à tout ça. Donc couper le pont systématiquement donne l'impression donc de quelqu'un président qui est un super homme qu'on ne voit pas et qui prend les décisions, qui passe le temps à arrêter, à condamner, ainsi de suite. Or, c'est pas le président qui condamne, c'est la justice. Donc, il faut travailler donc, à améliorer ce genre de choses. Et que le président lui-même échange beaucoup plus avec la jeunesse. Que le président lui-même descende dans les zones défavorisées pour recueillir un peu donc, la vie. Un ministre chargé en tout cas qui s'occupe de la jeunesse. Pourquoi voulez-vous qu'il descende? Oui, mais ça va un peu au-delà. Vous savez, donc, autant du président Soglo, je vais vous rafraîchir la mémoire, je ne sais pas si vous avez connaissance, il y a des moments où le président organise des séances où des ministres sont là, et puis la presse vient poser des questions. Et ce sont les ministres eux-mêmes qui viennent répondre. Et ça, vous voyez, la presse essaie de recueillir. Et puis, la rencontre de la masse. Donc le président peut rencontrer, le ministre de la Jeunesse peut préparer une rencontre, donc des échanges avec la jeunesse. Pour le compte du président de la République, c'est important. Et là, ça donne beaucoup plus d'espoir à la jeunesse de voir, par exemple, on a eu à échanger, on a posé des questions directes, on a échangé directement avec le président. Tout ça là participe donc de la vivacité de la démocratie, participe donc
de ce que donc les jeunes disent, par exemple, que nous avons eu la chance de rencontrer le président et de lui poser directement nos questions. Je pense que c'est important en politique. C'est important. Ça se fait. Obama, dans un bar, on le voyait. Et Sarkozy qui descend un peu dans les rues, Gbagbo en Côte d'Ivoire qui allait saluer la dame qui vend de la banane grillée, et ainsi de suite. Et ça attire un peu la foule. Il faut s'offrir donc surtout donc pas cette temps de tension. On l'a quand même vu il y a quelques jours, le président a ses mains craquées. Oui, c'est déjà ça. Donc, là, vraiment, c'était la liesse populaire. Oui, c'est une occasion. Un président d'Ablé doit prendre de temps en temps, donc il doit prendre un peu de bain de foule pour tester un peu donc sa popularité et voir, échanger un peu. Donc, cela ne doit pas s'arrêter seulement à un simple bain de foule. Il y a des gens, par exemple, qui écrivent au président d'Ablé et qui n'ont jamais de réponse. On écrit à un chef d'État, on n'a jamais de réponse. C'est pas normal. C'est des choses. Même si c'est une réponse, moi j'ai écrit en tant qu'individu, j'ai écrit un jour au président François Hollande et j'ai déposé le courrier à l'ambassade de la France près le Bénin ici. Un mois après, j'ai reçu une réponse et signée donc du président François Hollande pour dire nous avons reçu votre courrier. Donc, pourtant, donc je ne suis pas français, je connais personne. Et donc, un courrier adressé donc, doit pouvoir obtenir une réponse pour permettre donc, à celui qui n'a personne de dire « Ah, j'ai écrit au président, mais j'ai quand même eu une réponse ». Ça fait partie donc, des choses à améliorer donc, dans la République. Merci à vous. Alain Afodjou, nous vous permettons de conclure ces 90 minutes de décryptage de l'actualité politique nationale. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Et je vous remercie infiniment pour m'avoir invité dans vos structures et pour m'avoir donné l'opportunité donc de parler pour la première fois donc au nom de l'UDBN. C'est un parti d'avenir. J'invite tous les jeunes à s'engager donc auprès de nous, à venir avec nous au sein de l'UDBN parce qu'au sein de ce parti politique, il y a la démocratie. Nous luttons contre la plutocratie. J'avais déjà expliqué ce que j'entends par plutocratie antérieurement. Et ensuite, on peut travailler donc à construire donc un monde meilleur donc à l'UDBN. Il y a la place pour tout le monde. Le président l'a réaffirmé donc dans son discours lors du congrès. Donc je pense que venir à l'UDBN, c'est accepter véritablement de construire donc un Bénin nouveau, un Bénin démocratique. Et je pense que donc ensemble, avec les jeunes, avec les femmes, avec des personnalités que nous attendons de tous nos voeux, nous pouvons réellement donc atteindre cet objectif pour le bonheur donc des Béninois. Il ne sait pas encore s'il sera candidat pour les législatives de 2019, mais Alain Afodjou est sûr et certain d'une chose, il fait partie désormais de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le parti dirigé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, le parti qui, le 21 octobre dernier, a opéré une mue pour devenir un grand bloc, toujours en compagnie, toujours au service de la politique de développement mise en œuvre par le président Patrice Guillaume Athanase Talon. Quelles que soient les attaques venues de toutes parts, le parti reste engagé aux côtés du chef de l'État et entend contribuer au succès de son mandat. C'est ce qu'il faudra retenir de ce passage sur ce plateau de Alain Afodjou, qui est désormais donc membre de l'UDBN et qui nous a apporté les réponses aux questions que nous nous posions sur les perspectives de l'UDBN dès maintenant qu'elle a pris la décision d'aller aux élections législatives sous sa bannière unique. Merci à vous, James William Gbenguidi. Merci aux auditeurs de Diaspora FM et aux téléspectateurs de DEN Télévision. Retrouvez en nouvelle diffusion Dimanche Politique sur Diaspora FM ce soir, ce dimanche à partir de 22h sur DEN Télévision à 21h. Et mardi prochain à 21h sur DEN Télévision. Si vous avez raté tout ceci, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, notre page Twitter et notre compte YouTube. Portez-vous bien et à bientôt.